Salut à toi l'ami, nous sommes le lundi 21 avril 2025 et je suis toujours en balade dans les beaux quartiers de Santa Monica et je suis en direction de l'océan. Et aujourd'hui, je voulais parler de la France et de sa population musulmane. Et peut-être partager un semblant de solution vis-à-vis de ce qu'on appelle le grand remplacement. Et je suis dans les beaux quartiers avec les gens qui baladent leurs chiens. Ouais, donc c'est un sujet qui me tient à cœur depuis pas mal de temps. C'est toujours délicat de parler de choses qui ont plus ou moins attrait à la politique parce que ça divise tellement. Mais voilà. Je l'ai décrit dans une ancienne vidéo pour dire que j'expliquais pourquoi je n'adhérais à aucune idéologie. Et donc aujourd'hui, parler de ce sujet-là, j'ai mon instinct de marcher sur des œufs qui se réveille. Je n'ai pas beaucoup de tabous, je crois. Juste les tabous les plus importants. Mais là, j'ai aucun malaise à parler de ce sujet parce que mes origines sont musulmanes et donc et j'ai un profond amour pour la France, pour son identité française, ses origines judéo-chrétiennes. Donc j'ai aucun malaise à pouvoir le dire. Et donc aujourd'hui je fais cette vidéo parce qu'il y a un drame qui est en train de se préparer, quelque chose de l'ordre du tragique. C'est j'ai pas de meilleurs mots pour simplifier ce qu'on appellerait un grand remplacement qui a l'air, on va dire, inéluctable. Et voilà, donc je fais cette vidéo aujourd'hui aussi parce que j'ai eu un souvenir d'un pote qui il m'a fait marrer il y a une dizaine d'années. Il me disait Athème, t'imagines, un jour tu prendras l'avion de Los Angeles pour aller en France et puis avant l'atterrissage, ou au moment de l'atterrissage, tu auras l'annonce de l'hôtesse qui dira bienvenue en République islamique de France. Et ça m'a fait marrer et en même temps ça m'a fait un froid dans le dos parce que au cas où il y aura un doute, j'ai pas envie que la France devienne musulmane. Et donc voilà, donc je fais cette vidéo pour peut-être aider à faire avancer un petit peu le débat sur qu'est-ce qui se passe avec l'immigration en France, cette immigration massive. Et mon interprétation aussi avec mon vécu aux États-Unis. Donc il faut savoir que aussi une grande partie des gens qui ont voté Trump ici, c'est des gens des chrétiens blancs qui n'ont pas envie de disparaître derrière
les idéologies progressistes, le multiculturalisme et puis tout ce qui est les systèmes qui favorisent et entretiennent l'idéologie des minorités. L'Américain blanc, au bout de 20 ans, après Barack Obama, s'est senti devenir une minorité dans son pays, d'un point de vue idéologique, hein, pas d'un point de vue du nombre. Et donc, je me marre et j'ai de la peine quand je vois les errances de chaque idéologie qui sont pour moi des fourvoiements terribles parce qu'ils sont destructeurs, comme l'idéologie antiraciste. Ou l'idéologie féministe. On pourrait croire que ces idéologies travaillent pour le bien, mais il suffit de prendre 2 minutes pour se gratter les méninges pour se rendre compte qu'il y a un malaise, parce que depuis que ces idéologies existent, j'ai jamais vu autant de racisme ou de problèmes dans la société. Donc il semblerait que lorsque ces idéologies apparaissent, personne ne se pose la question comment on quantifie la réussite de ces idéologies. A priori, quand tu crées une idéologie antiraciste, c'est pour qu'il y ait moins de racisme. Et comment ça se fait qu'on en voit de plus en plus et tout ça. Donc je me dis aussi que quand tu crées une idéologie, forcément tu crées un système administratif derrière, bureaucratique, qui doit être financé. Et donc pour toucher tes aides et un soutien même médiatique, en tant qu'idéologie antiraciste ou d'association antiraciste, tu as intérêt à en trouver du racisme. Et si tu n'en trouves pas, tu changes le curseur, et ce qui n'était pas du racisme avant devient du racisme. Bref, je ne vais pas refaire la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps. Et concernant l'islam, ou la communauté maghrébine et l'immigration, je pense qu'il faut s'interroger sur la notion de message. Je pense que tout ce qui arrive à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'un pays est un langage qu'il faut savoir interpréter. Quand tu te ramasses une catastrophe dans la gueule, tu as 2 manières de réagir. Soit tu dis « Oh mon Dieu, quel malheur, quelle horreur, je vais jamais m'en sortir », soit tu te dis « Mais c'est quoi le message ? Qu'est-ce qu'on essaie de me dire ?» C'est marrant, je viens de passer devant une grand-mère avec ses petits-enfants, et elle tirait une tronche, et la petite, elle tirait la même tronche, on aurait dit un copier-coller des visages. C'est marrant. Et donc, moi, quand j'étais ado, en France, dans les quartiers, La Courneuve ou d'autres, j'avais ces racailles qui étaient vraiment d'une brutalité parfois, et chiantes, et tout ce qu'on veut, et je comprenais pas qu'il y avait un message derrière. Ces racailles étaient en train de me montrer ce qui existe dans la nature humaine, et que j'étais pas forcément meilleur qu'eux. Ce que j'ai appris après dans le tard, c'est que il y a une part de nous chez l'autre, et lorsqu'on voit quelque chose qui nous déplaît chez l'autre, c'est en général aussi un reflet de ce qu'il y a en nous chez nous. Et moi, ce qui me faisait le plus chier avec les racailles, qui étaient en général maghrébines,
c'était l'extrême autorité, l'extrême violence, voire parfois de la barbarie. Et je comprenais, et en fait ça m'était inconfortable, j'avais pas envie que ces gens-là révèlent peut-être cette partie en moi. Donc je les ai détestés. Et pourquoi je dis ça, c'est que je pense qu'il y a deux manières. Déjà, je pense que il y a un remplacement de population et de culture en France qui est il y a un changement de population et de culture en France, je le sens, je l'ai vécu dans les quartiers. Quand je suis parti aux États-Unis en 2001, chaque fois que je revenais en France, les quartiers devenaient de plus en plus majoritairement maghrébins, avec des rebeux et des blacks. Et ça s'est jamais arrangé, alors que j'ai eu la chance d'avoir grandi à l'époque, quand j'étais gamin, dans une version du multiculturalisme qui avait l'air de fonctionner, parce que la France à l'époque avait une colonne vertébrale puissante, et je n'arrivais pas à faire la distinction entre l'autorité des musulmans et l'autorité des chrétiens. Il y avait une sorte de force assumée, donc je n'étais pas dépaysé. Ensuite, pourquoi je fais cette vidéo, et c'est parce que je pense que il y a quelque chose que je trouve très grave, c'est le fait que non seulement il y a une réalité qui s'installe, mais que le déni, surtout à gauche, mais aussi à droite, parce que j'ai l'impression qu'en France, la droite n'existe véritablement pas. Et je crois que le tragique, c'est qu'il y a peu ou pas de partis patriotes. Il y a des tentatives, hein, mais bon. Et donc, comme le problème dans toute idéologie, quelle qu'elle soit, c'est qu'on ne fait pas le travail. On ne fait pas le travail intellectuel et sincère. Pour qui sert l'idéologie ? Par exemple, on prend l'idéologie féministe. J'ai pas l'impression pour ma part qu'on a fait le travail de comprendre la nature féminine de la femme, de la mère, mais on n'a pas fait non plus le travail de leur demander. Et comme sait si bien le faire la gauche, c'est la gauche arrive avec sa cohorte d'arrogance intellectuelle et en te disant ouais, on sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Et donc elle arrive avec des concepts intellectuels fumeux, hors sol, déconnectés du réel, et après ils s'étonnent pourquoi le monde ne pense pas comme eux. Et alors j'ai essayé de me recentrer sur le sujet qui est la France et l'islam. Alors je ne suis pas un académicien, je ne peux parler qu'uniquement à partir de ma sagesse de vie et de mes réflexions et de mes constats. Mais je pense que avant de se poser la question de ce que veulent les musulmans, il faut comprendre un truc, c'est que l'islam, c'est une patriarchie puissante et sacrée, et tous les concepts progressistes, laïcité, inclusion, tout ça, non seulement ça marche pas, mais en plus c'est considéré comme hérétique.
Donc pour moi, je ne comprends pas, si je comprends, cette alliance entre les musulmans et la gauche en France, parce que lorsque les musulmans seront majoritaires, les premiers qui vont sauter, ça sera la gauche et sa cohorte idéologique. Donc je pense que le musulman en France, de manière inconsciente, remplira tout espace qui lui sera offert pour s'installer idéologiquement. Donc en plus, je ne jette pas la pierre aux musulmans. Je veux dire, lorsque tu es dans un pays qui dénigre son identité, ses origines, grâce au travail brillant de la gauche moderne, ben, tu crées les conditions en France de te faire envahir. Puisque si les gens vont plus dans les églises, s'il y a une confusion entre l'autorité du père et la violence, ben le musulman va te ramener sur le droit chemin, en fait. Et donc, il y a un truc, c'est que ce que je crois que les intellectuels de gauche ne comprennent pas en France, je dis à gauche mais aussi à droite, c'est que les musulmans, la plupart, ils le sont, c'est inscrit dans leur ADN. C'est pas juste une croyance ou une foi. Donc voilà. Et puis la France, avec ses fourvoiements intellectuels, pense que tout peut être intellectualisé. Et un jour, je ferai une vidéo pour expliquer que tout ce qu'on m'a appris à l'école, j'ai réalisé la plupart de tout ce que j'appréciais, que je trouvais génial et moderne, était dans l'ensemble des mensonges, mais peut-être pire encore, des fourvoiements. Et par exemple, quand j'étais gamin, j'étais super content de ce concept de la séparation de l'Église et de l'État. Je trouvais ça génial. Et pourquoi je trouvais ça génial? Parce que j'étais déjà lavé du cerveau et qu'on m'avait rien expliqué, et que pour moi, je consommais tout ce qu'on me donnait à l'école comme si c'était une vérité ultime, et je n'avais, je crois, à l'époque aucune capacité pour avoir un sens critique. En tout cas, je n'avais pas le sens critique que j'ai aujourd'hui. Alors, petite parenthèse, il y avait certainement de bons arguments. Il y a des bons arguments pour séparer l'Église de l'État, mais le problème, c'est qu'on n'a rien offert pour compenser la perte de la relation à la transcendance que nécessite tout cœur humain. Je pense et je suis persuadé que l'homme ne peut pas exister sans connexion à un divin, à une transcendance, peu importe comment on l'appelle, au cosmos. Et donc il y a, je ne sais plus si c'était Pascal qui disait ça, ou il y a dans le cœur humain un espace pour Dieu. Et si tu mets pas Dieu dedans, tu vas y foutre tout et n'importe quoi, du narcissisme, des idéologies. Tu vas peut-être devenir écolo, tu vois, et tu vas mener des combats. Et le drame, lorsqu'on a créé cette séparation entre l'Église et l'État, c'est qu'on a créé dans la perception collective
comment on appelle ça en allemand, le Reichstag, Reichstag. On a créé un faux message, c'est-à-dire on sépare les deux, on a créé quelque chose de dramatique parce que, en gros, on a dit à la population que l'Église et l'État c'était équivalent. Donc, quand tu coupes en deux, tu donnes cette image que ton gouvernement est aussi important que l'Église. Donc, les gens se disent voilà. Et pire encore, quand tu sépares l'Église de l'État, tu dis au peuple qu'en fait, il a le droit de choisir. Il a le droit de choisir entre l'Église et l'État. Donc ça crée une sorte d'équivalence fausse, où finalement, tu as quelque chose qui est censé représenter le sacré, et en face, quelque chose qui est censé représenter presque une administration, un système technocratique, on va dire. Et donc c'est là où, en fait, je pense que toute société se désagrège à partir de ce moment-là, puisqu'il n'y a plus de projet fédérateur commun. À la fin, on ne réalise pas qu'on fait la promotion d'une société individualiste où ce qui compte, c'est chacun sa gueule, et puis voilà. Donc quand les vagues migratoires musulmanes arrivent, comme je disais, c'est comme un langage. Donc, au lieu de paniquer et d'être dans le constat permanent qu'il y a un changement de population, je pense que les Français devraient s'interroger non seulement ce que veulent les musulmans, et quel est le message. Pourquoi ça perturbe autant la société. Et donc, maintenant, je vais essayer de répondre, ça va être dur, mais bon, que veut le musulman au fond de lui? Il veut pas nécessairement que la France devienne maghrébine ou pas, mais en étant musulman, il a un désir qu'en face de lui, il puisse reconnaître Dieu. Et un musulman, normalement, arrive rapidement à savoir si la personne en face de lui croit en Dieu ou a une forme de foi divine. Et je ne sais pas si ça surprendra quelques-uns, mais un musulman en France, peu importe d'où il vienne, il préférera interagir avec un croyant, par exemple un chrétien qui a la foi, ou un juif qui a la foi, plutôt que des athées de gauche qui font des manifs et qui viennent pousser l'agenda que le musulman perçoit comme déviant et décadent. Donc en fait, le musulman, il a besoin de sentir, voilà. Le musulman a besoin de sentir une forme d'autorité, un cadre structuré et structurant, une force de préférence connectée au Père, qui est pour le musulman un gage de connexion à Dieu. Et voilà, s'il a ça, il accepte. Sinon, pour lui, il y a un vide, et ce vide doit être rempli. Et le musulman n'en est pas forcément conscient, mais ce vide sera pris sans aucune hésitation. Ce n'est pas aux musulmans d'avoir l'amour pour l'héritage et la culture française si le français lui-même ne l'a pas. Le musulman a aussi un instinct vers la connexion à Dieu, donc il sent que la France est devenue un ventre mou, et ça n'éveille que le dédain chez le musulman. Donc voilà.
Et c'est pour ça que, pour moi, ce changement de population, je crois que maintenant il est devenu inévitable. Parce qu'il faut savoir que, au niveau population, il y a un chiffre, je ne me rappelle plus lequel, au-delà de ce chiffre, tu as un changement de population qui est garanti. Je crois que c'est 10%, 8 ou 10%. Il suffit que ta population soit un peu plus de 8 ou 10% d'une certaine ethnie pour qu'il y ait un basculement de population et donc un basculement culturel. Et ce phénomène-là, couplé avec un problème de natalité dans tous les pays modernes, puisque quand les pays se modernisent, ils s'écartent donc du sacré, du divin, donc de ce qui est naturel. C'est-à-dire qu'ils font moins d'enfants et le projet il est plus intellectuel plutôt que familial, naturel, biologique. Donc pour moi, le changement de population ou de culture, il est inévitable. Maintenant, je pense qu'il y a, pour moi, il ne reste que deux solutions. Soit la gauche et la droite se réveillent et trouvent des valeurs communes, conservatrices. Ça, j'en doute parce que je connais bien la gauche. Tant que tu es dans le combat, tu as l'impression que ta vie a du sens et tu vois pas les dégâts que tu crées dans ton pays. Soit la France essaie le plus honnêtement possible de comprendre le message qui est véhiculé par les musulmans en France c'est-à-dire que la France retrouve sa connexion à Dieu en se remettant à être chrétien, en allant. Moi, je ne suis pas personnellement religieux, hein, mais je pense qu'à l'échelle d'une civilisation, d'une population, je peux comprendre l'intérêt. Et que la France se retrouve un lien et qu'elle puisse presque intégrer ces valeurs identitaires dans la politique. C'est marrant, c'est que j'allais dire c'est presque qu'il fallait réunir l'Église et l'État, mais parce que je pense que c'est, si rien n'est fait, j'imagine, j'ai pas besoin de tirer sur l'ambulance, mais je pense que c'est tragique parce que par rapport à ces milliers d'années d'histoire française, d'identité, d'ancêtres, voilà, ça me fait de la peine de voir ce qui arrive et ce qui est en train d'arriver en France. Il faut savoir que aux États-Unis, la population chrétienne conservatrice n'est pas négligeable, donc elle pèse, elle a un poids vraiment énorme. Et sans les chrétiens conservateurs, sans le vote des chrétiens conservateurs, Trump n'aurait jamais été élu. Hein. Donc, et il faut savoir que la culture là, aux États-Unis, la culture identitaire chrétienne, conservatrice, est hyper assumée aux États-Unis. Et
Et je ferai une vidéo là-dessus, mais la Constitution est un document brillant pour protéger l'identité américaine. Et donc, Et donc, la communauté chrétienne aux États-Unis, c'est l'identité du pays. C'est pas juste une énième minorité. Et donc, ce qu'il faut savoir, que c'est ça qui est fascinant, c'est quand en France, il y a des jeunes de familles chrétiennes qui se convertissent à l'islam, aux États-Unis, il y a une montée des conversions au christianisme de populations musulmanes. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le débat n'est pas de islam ou chrétienté, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du charnel, de l'instinctif chez l'humain qui ira toujours s'orienter vers une sorte de force ou d'autorité paternelle qui sera instinctivement perçue par les jeunes comme une boussole, on va dire. Et donc le problème qu'on a aussi, c'est que en France, toutes les velléités identitaires sont communiquées par les informations, par les news mainstream comme un fascisme, comme un racisme. Je me rappellerai toujours quand Sarkozy a essayé de créer un ministère de l'identité française. Je ne sais pas combien de temps le ministère a duré en France, quelques jours. Mais donc soit la France se réveille et assume son amour pour son héritage et aussi se reconnecte avec sa transcendance, soit on aura pour moi des technocrates, des hommes qui n'en sont pas, des Hollande, des Macron, et qui vont gérer la France comme ils géreraient une association, une administration, comme un système technocratique. Et en tout cas, voilà. Et ils vont réussir à endormir le peuple pour qu'il vote toujours du bon côté de la barrière. Et le dramatique, c'est que en France, après 50 ans d'idéologie progressiste, on a transformé l'être humain comme un poulet sans tête, où tu peux plus différencier le masculin du féminin, où tu crées un truc sans substance, où le mythique ne peut pas naître, et où les couples, les hommes, les femmes deviennent des collaborateurs et n'assument plus leur part ancestrale, mythique. Et c'est dramatique parce que la nature a peur du vide, et donc il n'y aura pas tous les accommodements que le peuple, tous les genoux à terre que le peuple a bien voulu concéder, ils auront tous un prix. Comme on dit,
un jour, toutes les factures arrivent au même moment et la France devra tout payer d'un seul coup. Merde, je voulais pas finir cette vidéo avec cette note tragique ou dramatique, mais je voulais dire que je sais que ça peut paraître bizarre, je l'expliquerai peut-être pourquoi j'habite aux États-Unis, mais mon amour pour la France est profond et peut-être que je trouverai un moyen d'y vivre sans de temps en temps, mais je doute que je puisse revenir vivre en France, surtout à cause de l'aspect politique, du laxisme et au fait que je ne sois plus de gauche et vu que la gauche est en train de gagner petit à petit la guerre culturelle, je pense qu'elle l'a déjà gagnée, je me refuse à vivre dans un pays où il y a avec une sorte de fascisme de gauche, un fascisme de la pensée. Et donc voilà. Voilà les amis, c'était ma petite description, ma petite réflexion sur le sujet. Je vous dis à bientôt. Salut. Force et honneur. Ciao.